Bonjour les petits padawans. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un artiste très particulier, hélas trop tôt disparu. Jeune artiste qui a travaillé sur des pistes très innovantes en son temps. Il était proche de nous, car c'est un Marseillais. Il s'appelait Richard Baquier. Richard Baquier avait décidé, après une jeunesse un petit peu mouvementée, un peu difficile, pas toujours orientée vers la culture et vers l'art, des parents qui ne s'intéressaient pas du tout à ce type de travail, à ce genre de domaine, comme souvent, mais Richard Baquier n'avait pas prévu, dans un premier temps, donc, de faire ce type de métier, ce type de profession. Il avait commencé à faire un peu de mécanique, après il a été chauffeur de poids lourd, et ce n'est que sur le tard qu'il est venu à rentrer dans une école d'art à Marseille, à l'école de Lumini, et c'est là donc qu'il a eu la vocation donc, pour faire de la création. Mais en même temps, il n'avait pas renoncé à ses premières envies, à ses premières appétences, parce que pour lui, l'art, il la voyait comme une mécanique, comme un certain nombre de composants, comme des matières à vaincre, à tordre, à plier, à soumettre. Et surtout, il a eu un certain nombre de professeurs qui l'ont marqué, dont un certain Tony Grant, ou Tony Grant, qui l'a plus marqué qu'un autre de ses professeurs qui est pourtant beaucoup plus connu, donc qui est Claude Viala. Baquier, c'est d'abord un Marseillais pure souche. Les attaches à sa ville sont immenses. Et il s'est installé au fur et à mesure, et plus il a eu de succès, plus il a pu prendre un local donc de plus en plus grand. Et le dernier local qu'il a occupé, c'est un véritable garage dans le quartier de la Joliette. En son temps, il a disparu, il faut vous le dire, en 1994. Donc, en son temps, la Joliette n'est pas ce qu'elle est de nos jours, c'est-à-dire un quartier branché, un quartier de la culture, là où il y a le siège de la région, il y a le FRAC. On va en parler d'ailleurs assez souvent donc, sur cette intervention Baquier. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Le ministère de la Culture a voulu un peu se déconcentrer et il a réparti sur les régions, dans les FRAC, justement, la responsabilité de faire donc, des acquisitions, de constituer des collections avec des artistes locaux ou non, mais donc des artistes qui semblaient importants à chaque FRAC de collectionner ou de faire entrer donc, dans les collections publiques. La Joliette, donc, c'est le quartier qu'il va occuper, c'est le quartier où il va être, et son atelier garage va devenir de plus en plus un lieu étonnant, où les gens du quartier voient rentrer donc non seulement des carcasses de voitures, même voitures américaines, imposantes, une fascination aussi pour les Mustangs, les Ford Mustang, mais aussi des bouts d'avion. Baquier va faire rentrer un jour dans son atelier un avant de Caravelle. C'est vous dire la surprise. Est-ce que c'est ça un artiste? Et là, on va rentrer dans l'ère des artistes bricoleurs. On a vu un certain nombre d'artistes, on a vu de la peinture, on a vu des installations. Là, on est dans autre chose, une autre dimension. On n'en est pas encore à cette espèce de PME, voire de presque industrie, donc de Jeff Koons ou de Damien Hirst. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus artisanal,
Les uns diront beaucoup plus pur, les autres diront beaucoup plus bricoleur. Et Baquier va justement essayer de travailler sur cette logique-là. C'est-à-dire, je détourne. D'abord, j'accumule un nombre de choses incroyables. Des objets, parfois des ensembles industriels, des machines-outils, et je vous ai dit donc des carlingues, des bouts de carrosserie, des bouts d'avion, etc. Et donc, il aime se confronter ainsi à la matière. Donc ce que je vous propose, un petit peu comme on a fait pour Pedro Cabrita Reis, de faire en deux parties. Cette première partie, on va la consacrer à l'homme, mais aussi à quelque chose de très particulier en art contemporain qui permet à un grand nombre d'artistes de vivre, c'est la commande, et surtout la commande publique. Baquier a été au centre d'une histoire de commande publique. Donc, un jour, je vous dresse à peu près le contexte. On est dans les années 80, fin des années 80, milieu des années 80. Ministère Jacques Lang de la culture, l'État cherche aussi donc des idées pour que l'art contemporain se répande un petit peu mieux et on décide de procéder soit avec l'aide de mécènes privés, mais plus généralement avec d'autres partenariats publics. Là, par exemple, avec la ville de Marseille, et on essaye donc de faire entrer l'art contemporain dans des endroits où c'est pas du tout ni l'habitude, et encore moins le lieu d'exposition. Donc, l'idée aussi, dans ces années 80, c'est de faire quelque chose dans les quartiers sensibles. C'est de se bouger pour les banlieues. J'ai assisté à ça, j'ai été au centre de certaines de ces actions, donc je sais bien que ces tentatives ont été faites avec enthousiasme, mais peut-être un peu trop de rapidité, et on va voir que dans le cas donc, de cette commande publique, effectivement, ça s'est mal passé pour un certain nombre de raisons. Mais déjà, essayons de tracer cette époque. On est dans l'époque donc de la commande à Daniel Buren, donc des colonnes donc, du Palais Royal. Donc vous voyez très bien, voilà les colonnes donc, du Palais Royal et les polémiques donc, qu'il y avait eu à mélanger donc, le passé, le futur, etc. L'incongruité. Il y avait aussi qui se profilait à un horizon beaucoup plus lointain, la pyramide du Louvre, donc de Peille, et donc aussi encore cette confrontation entre une œuvre et un lieu qui n'était pas forcément adapté. Et donc ça n'a pas que eu lieu dans des endroits prestigieux, dans du patrimoine, ça a eu lieu aussi dans d'autres endroits inadaptés qui étaient les quartiers sensibles. On a encore un autre exemple donc, de ce type d'initiative à Cergy-Pontoise avec Danny Caravane et l'Axe Majeur. Danny Caravane, on va en reparler sous peu, vous verrez. C'est un artiste qui est très en vogue, c'est un artiste qui s'imprime dans le paysage, qui avait déjà travaillé d'ailleurs pour Marseille. Si vous allez au large du parc Borelli, vers la mer, vous verrez un certain nombre de réalisations donc, de Danny Caravane sur le front de mer. Et donc, Marseille, le gouvernement, un certain Dominique Vallon, qui venait du ministère donc, de la Culture, mais qui, avec l'alternance, a cherché un poste ailleurs, et les équipes de Marseille se sont constituées. Il n'y avait pas encore de direction donc, des affaires culturelles à Marseille. On cherchait la municipalité comme l'État était en dialogue justement pour que commence à se monter une direction des affaires culturelles et qu'il y ait véritablement une action forte en matière d'art et en matière de culture sur Marseille. On n'en était pas encore au MUSEM, etc. Donc déjà,
cette volonté devait se marquer par un certain nombre de projets, dont ce projet sur le quartier des Cèdres. C'est pas un quartier dont on parle forcément beaucoup. C'est pas une cité. D'abord, c'est pas dans les cités nord. C'est une cité un petit peu différente, plutôt vers l'est de Marseille. Et là, dans ce quartier des Cèdres, il a été prévu donc de profiter de la réhabilitation du quartier, de profiter donc de la construction d'un centre social, donc de réunir les énergies autour d'un projet culturel qui serait fédérateur. L'appel d'offres a été lancé, l'appel à projet, et un certain nombre d'artistes se sont présentés, et le lauréat, ça a été le fameux Dany Caravane, qui a fait une proposition. Très rapidement, ça s'est pas très bien passé, et Dany Caravane s'est retiré. Dany Caravane, à l'époque, c'est un artiste expérimenté, surtout en matière de commande publique. Il a déjà travaillé sur des villes telles que Tel Aviv, Berlin, il a travaillé à Paris, je vous disais, il a travaillé déjà sur Marseille, donc il connaissait l'ambiance locale, le milieu, et là je pense qu'il a senti que tout n'était pas réuni pour que son projet ne puisse aboutir dans de bonnes conditions. Et de fil en aiguille, on en est venu à retenir un jeune, et en plus un jeune Marseillais, Richard Baquier, qui lui n'avait pas l'expérience de Dany Caravane pour border son projet, pour le sécuriser, pour veiller à tous les aspects de la maintenance, etc. Chose que Dany Caravane avait dû sentir un petit peu léger et mal prévu, et dont le budget était sans doute largement insuffisant. Donc, localement, tout cela se met en place. Notre ami Richard Baquier donc produit une création, un projet sur papier, etc. C'est plutôt cher pour la mairie. L'État rallonge un petit peu. On va solliciter aussi un certain nombre de mécénats. Et il y a un plutôt bon alignement des planètes. Mais Baquier joue de malchance. Le maire emblématique, charismatique donc que de Marseille, décède en 1986, mort de Gaston Defferre. Et là, tout change. C'est-à-dire que les nouvelles équipes qui se mettent en place dans une ambiance fort délétère parce que Michel Peset, qui était pressenti pour prendre la suite, a été écarté. On disait que c'était lui qui avait été l'assassin pratiquement de Gaston Defferre, après une réunion fort houleuse qui avait précédé la crise cardiaque de l'ex-ministre maire de Marseille. Et donc, c'est le nouveau maire Vigouroux et sa nouvelle équipe qui héritent d'un certain nombre de projets, dont celui où est impliqué Richard Baquier. Donc l'investissement est moindre, l'équipe est moins motivée autour du projet, mais bon, la ville s'est engagée, l'État borde, Dominique Vallon essaye de faire tout ce qu'il peut donc, pour que ce projet se réalise dans les meilleures conditions possibles, et donc ça commence à se mettre en place, et l'œuvre qui s'appelle l'aventure devient une aventure de plus en plus difficile. Les premières étapes commencent à être réalisées. Donc, il y a plusieurs niveaux dans ce projet. Il y a plusieurs endroits. Le quartier des Cèdres n'est pas un très grand quartier, mais c'est un quartier qui est un peu ingrat. Les entrées sont mal délimitées. Et donc, l'idée du projet, c'était de border, de faire toute une ligne qui partait d'un certain endroit avec la sculpture où c'était marqué l'aventure, en grandes lettres. Ça entraînait vers l'endroit central,
sorte de fontaine avec une vision de Marseille, une grande photo à l'arrière, donc de l'eau qui coulait, et bordant la fontaine, une sorte de puits. Une sorte de puits avec une vitre, et à l'intérieur du puits, une voiture enterrée, une voiture toute neuve. Qui plus est, une BMW. Série 2, je crois, à l'époque. Série 2, une série de coupés. La voiture dont rêvaient tous les gamins. Ou tous les jeunes. Et là, enterrée sous leurs yeux, c'était terrible. Il fallait expliquer tout ça. Les réunions ont plus ou moins eu lieu, mais le quartier n'a pas été vraiment concerné. Ça s'est pas très bien passé. Et en fin de quartier, pardon, donc j'ai oublié le dernier bout du projet, où il devait y avoir autour du rond-point final un certain nombre aussi donc, de sculptures donc, qui venaient donc, s'ajouter pour faire toute une aventure qui amenait vers la vue sur Marseille. Le quartier des Cèdres domine un petit peu, et ça permettait, l'œuvre avait pour projet, pour intention, de dire aux jeunes, vous avez de l'avenir, vous avez des rêves. La voiture, c'était aussi le rêve pour eux. Et bien, vous pourrez y accéder, regarder l'horizon. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. D'autant plus que l'équipe, on n'a pas de preuves, mais il y a des propos qui ont été rapportés, s'est servi un petit peu du coût du projet qui avait un petit peu dépassé, comme tous les projets, et notamment les projets culturels, sont servis de prétexte pour dire non, on ne peut pas, il faut retarder le projet donc, du nouveau centre social parce qu'on n'a plus assez de moyens maintenant. Il faut qu'on répartisse l'argent un peu partout, à droite à gauche, et là vous avez déjà un gros effort qui est fait chez vous. Donc finalement, ça a été de donner en otage ce projet culturel, de dire voyez, on vous a gâté, pour dire on ne fera pas le centre social tout de suite. Et pour le quartier, le centre social, c'était l'urgence, le plus important. Donc vous voyez, cette opposition a été terrible. Donc voilà, le projet de Richard Baquet arrive dans ce moment qui est un peu critique, et finalement, il va le mener à bien. Ça a été difficile, mais il est arrivé. La ville n'a pas toujours respecté ses engagements, il a fallu batailler, attendre longtemps. Ses amis ont essayé de l'aider. Dominique Vallon a bientôt été rappelé donc sur un autre poste à Paris. Ceux qui les ont remplacés n'ont pas forcément aussi été très impliqués dans ce projet-là. Et finalement, tout est parti tout doucement en désuétude. Très rapidement, le projet a été dégradé. La fontaine a été abîmée. La vitre a été brisée au fur et à mesure. Et il n'y a pas eu de véritable entretien ou de maintenance donc, de la ville. Et il y a quelques années, a été mené un véritable projet de fouille, pratiquement, archéologique, pour retrouver les traces donc, de cette fameuse aventure. Donc vous voyez, il y a tout ce contexte. Il y a toute cette symptomatique de l'action culturelle dans un quartier sensible qui doit être menée d'une certaine façon, avec beaucoup de garanties, avec beaucoup de réunions, avec beaucoup de concertations. Tout cela n'a pas été fait. Ce projet est emblématique de ce qu'il ne faut pas faire. À ce titre-là, le pauvre Richard Baquet y a laissé beaucoup d'énergie. Ce projet l'a marqué profondément. Après, il est parti au Japon. Il avait besoin donc de couper. Et je crois franchement, je crois sincèrement qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. C'est toujours difficile de parler à la place de quelqu'un, mais on sent que ce projet, ça a brisé quelque chose. Et on voit en même temps les difficultés donc, d'une commande.
La commande, normalement, l'artiste doit en demeurer le metteur en scène, le responsable, le seul qui prend les décisions. Et là, on a vu, les uns et les autres ont dû profiter de l'inexpérience donc du jeune artiste. À l'époque, il devait avoir 35 ans. Et il a accepté des choses que peut-être un Danny Caravan n'aurait jamais acceptées. Et donc finalement, tout s'est enchaîné pour que ça devienne un terrible échec. Donc voilà, on va partir, même si c'est une impression un petit peu négative, mais ça illustre bien comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est qu'une commande? Comment est-ce qu'il faut, quand on est artiste, prendre des précautions donc, sur une commande? Comment, quand on est le commanditaire, il faut aussi s'assurer qu'il y a un vrai suivi? Et surtout, c'est exactement comme dans le cas d'une piscine. Généralement, on prévoit les budgets pour la construction, mais rarement les budgets pour la maintenance, etc. Et c'est ensuite que ça coûte vraiment cher. Donc là, voilà, c'est une expérience qui sera très intéressante. Et on va voir après, on va rentrer dans le monde donc, de Richard Baquier par l'exposition qui a eu lieu à Hôtel des Arts. Au revoir les petits padawans, à la prochaine fois.